Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Giquel. Ah, chers amis Sud Radio, vous qui nous écoutez à Paris, en région parisienne, partout en France, je le sais, vous rêvez parfois de cette fameuse virée parisienne que vous souhaitez inoubliable, une fois dans votre vie, entre amis, en famille, en amoureux. Eh bien, suivez-nous. Dans cette émission, nous allons plonger ensemble dans 3 formidables univers parisiens du spectacle vivant. 3 lieux incontournables et mythiques dans une féerie de performances artistiques. Oui, 3 salles, 3 ambiances, dont les réputations d'excellence et de savoir-faire à la française sont encore connues et reconnues et admirées dans le monde entier depuis des temps que les moins de 100 ans ne peuvent pas connaître. Alors, le Moulin Rouge, le Cirque d'Hiver Bouglione, l'Opéra Comique, votre première émotion en entrant sera d'abord visuelle, en pénétrant dans ces lieux vibrants d'un esprit singulier. Là sont nés l'art du trapèze, le French Cancan ou la comédie musicale. Aujourd'hui, toutes les équipes qui animent ces temples de la créativité ont chevillé au corps ce sens incroyable du spectacle parfait et depuis longtemps immersif. Suivez-nous pour découvrir la grande histoire, les coulisses et l'actualité de ces 3 écrins parisiens du spectacle sacrément vivant, fruit du travail acharné d'artistes unis par un seul mantra tout simple, donner à chaque fois du bonheur aux gens. Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Giquel. Et pour donner ce bonheur aux gens, Fanny Rabas est avec nous, attachée de presse du Moulin Rouge. Bonjour Fanny. Bonjour Christophe. Joseph Bouglione, directeur artistique du Cirque d'Hiver Bouglione. Bonjour Joseph. Bonjour. Et Alice Bloch, responsable communication l'Opéra Comique. Bonjour Alice. Bonjour. Alors 3 salles, 3 ambiances, 3 univers totalement différents. Je parlais tout à l'heure de points communs. C'est vrai que dans vos univers, la créativité est importante. Ce sont des lieux historiques, ce sont des lieux culturels, de spectacles vivants. Et en plus, tous les 3... En fabriquant cette émission, je me suis aperçu que vous étiez attachés à vos maisons depuis 30 ans. Fanny, combien de temps au Moulin Rouge ? J'ai commencé en stage en 1995. Voilà. Alice ? Moi, ça fera 32 ans en février prochain. Et puis alors Joseph, lui, je suis né là-bas. Oui, Joseph, donc, Joseph ça fait très longtemps. D'accord, vous êtes tous très viscéralement attachés à vos maisons, que vous défendez. Est-il vrai que ce sont des maisons où ont été inventés le trapèze, le French Cancan et la comédie musicale? On commence avec vous, Fanny. Alors, le French Cancan n'a pas été inventé au Moulin Rouge, il existait avant, puisque c'était une manière pour les femmes du peuple de se rebeller contre un pouvoir c'est devenu la signature du Moulin. Exactement. Et Oller et Zidler ont ouvert le Moulin Rouge en 1889 pour y faire le palais de la danse et de la femme, et surtout remettre au goût du jour le French Cancan qui était un peu passé de mode. Joseph, le trapèze. Tout à fait, ça a été le Cirque d'Hiver a été construit sous Napoléon III. C'est lui qui l'a inauguré. Ensuite, dans les années, ça a été construit en 1852. Ils ont mis 6 mois pour le construire. Bon, Très rapide. Oui, mais je pense après qu'il y a dû y avoir encore des travaux parce que nous en faisons encore. Et ensuite, il y a eu le premier numéro de trapèze volant par Jules Léotard. Donc, il l'a fait au Cirque d'Hiver. Alors, je pense qu'il devait se produire peut-être quelque part avant, mais en tout cas, son premier numéro, il l'a fait au Cirque d'Hiver. Donc, Bien sûr. C'est extraordinaire pour les trapézistes qui viennent travailler. Ah oui, c'est mythique. C'est là le temple de l'art circassien. L'Opéra Comique. Alors, l'Opéra Comique, c'est l'antichambre de la comédie musicale. L'ancêtre de la comédie musicale. En fait, Opéra Comique, ça ne veut pas forcément dire que c'est drôle. Comique fait plutôt allusion à la comédie et au théâtre. Donc, en fait, c'est une alternance de chant pour la partie opéra et de comédie pour la partie chantée, d'ailleurs parlée. Il faut savoir que l'Opéra Comique est né dans les foires, mais en fait c'est établi au même moment que l'Opéra de Paris, à l'époque ça s'appelait Académie Royale de Musique, et la Comédie Française. On est vraiment dans ce triangle-là. Alors, je le disais tout à l'heure en commençant cette émission, la première émotion quand on rentre dans vos établissements, elle est visuelle. Première chose, Fanny, parlez-nous de ce que quelqu'un qui n'a jamais été au Moulin Rouge, qu'est-ce qu'il découvre ? Une salle immense, une scène proche des gens. On est en spectacle immersif, on peut dire ça. Oui, tout à fait. C'est une salle historique déjà, puisque le Moulin Rouge est né en 1889, mais la salle actuelle, c'est la 3e salle depuis la création du Moulin Rouge. On est resté sur le même emplacement de 1889, mais cette salle, elle date de 1951 et on a gardé toute sa décoration d'origine. Et c'est vrai que les gens nous disent, quand on rentre dans la salle, le spectacle est déjà là avant qu'il ne soit sur scène. Et c'est vrai que c'est pour le public et pour les artistes, il y a une forte proximité. C'est une salle qu'on appelle une salle en forme de haricot. Et d'ailleurs, Lynn Renaud, elle dit très souvent dans ses interviews, puisqu'elle était chanteuse au Moulin Rouge dans les années 50, elle dit la salle du Moulin Rouge est incroyable parce qu'il y a une proximité, même si les gens sont
pas forcément près de la scène, on les ressent et on les voit. Vrai, et ça, c'est très important. Et surtout, il y a cette décoration faite par Henri Mahé, qui s'inspire des fêtes foraines et des foires du 19e siècle. Et puis, ces petites lampes rouges qui donnent une atmosphère extrêmement chaleureuse. Combien de repas servis par jour? Alors, nous avons 2 spectacles par jour, tous les jours. Nous avons 850 places, donc nous accueillons à peu près 1700 personnes par jour. Et nous, vous pouvez venir dîner au Moulin Rouge avant le premier spectacle. Et dans ce cas-là, on bloque les dîners à 350 pour pouvoir servir les gens confortablement avant le début du spectacle. Combien de serveurs s'affolent autour de vous? Alors nous, je crois qu'on a la plus grande brigade de salles de France, puisqu'on a 100 serveurs pour servir tous ces clients, sachant qu'on ne ferme jamais, donc forcément il y a une rotation. Et nous sommes 500 employés à faire tourner ce beau Moulin Rouge, pratiquement 24 heures sur 24. Joseph Bouglione, directeur artistique du cirque d'hiver Bouglione. Pareil, quand on rentre dans le bâtiment, waouh, il y a les écuries, enfin c'est vraiment un cirque en dur. Oui, oui. Haut. Combien 24 mètres de coupole. 24 mètres de coupole. 24 mètres, et le pont Lumière est à 13 mètres. La jauge, combien? 1600 personnes. 1100 personnes. Combien de personnes y travaillent? Là, pendant les spectacles d'hiver du cirque d'hiver, nous sommes 160 personnes, avec 50 artistes en tout. Et vous, un rythme particulier, parce que vous devez faire votre saison dans un temps très court. Très bien, oui, c'est de octobre à mars. C'est ça, et c'est en ce moment. En ce moment, on suit vraiment les vacances Toussaint, tous les week-ends, Noël, février. Et il y a également des événementiels et des spectacles privés durant la semaine qui aussi achètent le spectacle pour faire... Et cette année, le spectacle s'appelle... Spectaculaire. Et il est spectaculaire. Il est spectaculaire. Il y a combien de numéros? 12? Il y a 12 numéros, et puis il y a un orchestre en live. Alors justement, on va écouter un petit peu la musique de... Alors, cette année, l'ouverture est à la fin de la musique, d'orchestre du début. Oui, cette fameuse piste aux étoiles que j'ai voulu, non pas éviter, mais que j'ai voulu... Qu'est-ce qui s'est passé, Joseph? Non, j'ai fait exprès depuis la nuit des temps, on met la piste aux étoiles pour commencer le spectacle. Oui. Et moi, je me suis dit, je vais la mettre à la fin. Donc il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de personnes à l'entracte, les connaisseurs, ou ceux qui viennent, les clients qui reviennent chaque année. Pourquoi il n'y a pas la piste aux étoiles? Je dis, vous verrez. Et donc, elle est à la fin du spectacle. Voilà, c'est ça. Ça, c'est mythique. Pour nous tous, autour de cette table qui avons une trentaine d'années, on a été bercés par ça. Avec Roger Lanzac, génial. La fameuse piste aux étoiles. D'ailleurs, le costume de Roger Lanzac qui se retrouve dans le musée en haut. Oui, oui. Ça, c'est confidentiel. Musée privé qu'on peut visiter que quand on est un ami de longue date de la famille Bouglione. Je vous ferai visiter. C'est gentil. Juste une petite chose aussi, Joseph. Le cirque d'hiver, c'est une institution dans le monde du cirque. Pourquoi? Cirque d'hiver, mon grand-père l'a acheté en 1934, et les plus grands artistes se sont produits dans ce cirque, que ça soit Groc, Charlie Rivels, et puis il y a eu aussi, comme le Gala de l'Union, beaucoup d'artistes de cinéma, musical, théâtre, il y a eu beaucoup de choses, et c'est le seul cirque en dur qu'il y a à Paris. Et c'est un lieu mythique. Et pour les artistes, c'est toujours une émotion de venir travailler à Paris au Cirque d'hiver, surtout pour les trapézistes. Ouais. De plus, il y a eu le film Trapèze avec Tony Curtis et Benoît Caster, Julien Rochia, qui a été tourné. Exactement. Dans le trapéziste, il y a des trapézistes qui ont fait du trapèze parce qu'ils ont vu le film. Absolument. Et qui voulaient absolument venir là. Les trapézistes américaines, les américaines qui sont venues, ont vu le film, mais 200 fois. Elles connaissent toutes les répliques du film. On va en parler de cette troupe incroyable, les Tabaresques, qui sont dans le spectacle cette année, qui sont des jeunes femmes, qui sont passionnées de trapèze et qui font une chose incroyable. Juste une chose sur l'opéra comique. Pareil, quand on rentre dans l'endroit, c'est aussi un endroit, waouh, des bustes, c'est très rococo. Mais c'est très joli. Il y a un côté visuel comme ça qui saute au visage. Alors, il y a un côté d'abord étonnant, c'est que contrairement aux autres théâtres à Paris, il ne donne pas sur le boulevard des Italiens. Il tourne le dos d'ailleurs au boulevard des Italiens. Il est tourné vers le Louvre. Il est tourné vers le Louvre. Là, il donne en fait, et donc le Louvre à l'époque, le pouvoir royal. Là, il donne sur une petite place qui s'appelle la place Boieldieu. Donc en fait, il est caché, il se mérite ce théâtre. Alors pourquoi il tourne le dos au boulevard? C'est que à l'époque de sa construction, les boulevards c'était les faubourgs de Paris, donc le côté un peu malfamé. Et donc voilà, il fallait plutôt donner de l'autre côté. Alors c'est un théâtre qui, par exemple, contrairement à l'Opéra de Paris, où quand vous arrivez devant la façade, vous voyez des barons assis. Voilà, nous, on a des femmes debout. On a Carmen et Manon qui vous accueillent. Carmen, qui est l'opéra le plus joué au monde, qui a été créé à l'Opéra Comique. Et d'ailleurs,
je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est pas du tout un opéra comique. Carmen, elle meurt à la fin. Donc, vous voyez, c'est vraiment assez précis, cette appellation. Et après, nous, on a une salle à l'italienne. Alors, on a une salle qui a été construite sur un jardin, sur une parcelle qui appartenait au duc de Choiseul, qui était ministre sous Louis XIV et qui a cédé sa parcelle pour que soit construit ce théâtre. 1200 places aujourd'hui, ça n'a pas toujours été ça, mais... en tout cas... Et d'ailleurs, anecdote incroyable, la famille Choiseul aujourd'hui doit encore arriver et avoir sa place réservée gratuitement. C'est ça, c'est à vie, en fait, depuis le 300 deal, ans, ça existe. Ouais, c'est ça, c'est que le deal, en fait, quand il cède son terrain, c'est de dire, bah oui, mais moi, je veux une loge pour moi et mes descendants jusqu'à la fin des temps. Et donc, aujourd'hui, il y a toujours un notaire qui gère cette loge-là. C'est dingue. Voilà, donc on peut pas l'occuper, on peut pas la vendre. Voilà, c'est comme ça. Alors, c'est et il y a loge encore des membres de la famille qui viennent aujourd'hui assister au spectacle. Ils s'installent, on est chez nous. Ah bah ils sont chez eux. Ouais, c'est ça. On a plein d'histoires à vous raconter, chers amis, et continuez à écouter cette émission. Nous sommes avec nos amis du cirque, du Moulin Rouge et de l'Opéra Comique. On se retrouve dans un instant, on fait une pause, à tout de suite. Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Avec nos invités, Fanny Rabas, attachée de presse au Moulin Rouge, Joseph Bouglione, directeur artistique du Cirque d'hiver Bouglione, et Alice Bloch, responsable communication Opéra Comique. Nous sommes dans la visite et dans l'immersion de ces 3 hauts lieux culturels parisiens très importants. Vous qui nous écoutez, chers amis, qui avez envie de faire une virée à Paris, c'est vraiment des endroits où il faut aller une fois dans sa vie. Jamel, tu as déjà été, non? Jamel, c'est un réalisateur. Non? Eh ben voilà, Jamel, tu vas y aller. Il faut absolument y aller. Fanny Rabas, attachée de presse du Moulin Rouge. On a parlé de ce lieu incroyable. La mécanique du Moulin Rouge, c'est quoi? C'est des danseurs, des artistes qui sont tout le temps à bloc, à fond dans l'entraînement et qui servent un spectacle 2 fois par jour. C'est quelque chose de contraignant, de très précis. C'est un peu comme dans le cirque, mais on s'engage vraiment. Ils sont tous très engagés, les artistes. Comment ça se passe? Oui, déjà, ce sont des artistes, des danseurs professionnels, parce qu'on pense parfois que quand on fait de la revue, on a juste apporté des plumes et sourires. Pas du tout. Ce sont des danseurs et des danseuses, des athlètes de haut niveau qui ont commencé la danse classique quand ils avaient 5 ans, puisque 98% ils viennent du classique. Ce sont des personnes que l'on recrute dans le monde entier. Il y a un engouement assez important de la part de ces jeunes artistes pour venir travailler au Moulin Rouge. Notre directrice artistique associée, Jeannette Farao, quand elle part en Australie, elle peut voir jusqu'à 500 personnes qui vont se présenter dans les différentes villes australiennes pour venir travailler au Moulin Rouge. Donc ils ont effectivement un emploi du temps assez serré, comme les sportifs de haut niveau, 2 spectacles par soir, 6 jours sur 7 puisqu'ils ont un jour de repos. Donc ils commencent à dîner, ils dînent très tôt à 17h pour pouvoir ensuite arriver au moulin à 19h30, se préparer, s'échauffer, c'est très important pour ne pas faire de blessures. Premier spectacle, 3 quarts d'heure de repos avant le deuxième spectacle, et puis surtout aussi des répétitions, parce que quand vous faites tous les jours le même spectacle, il faut garder le style, donc c'est très important. Donc nos artistes ont très régulièrement des répétitions. Et actuellement dans le ballet, nous avons 18 nationalités différentes. Voilà, je vous laisse deviner quelle est la première nationalité. France. Alors la France est en 3e position. Ah, seulement Allemagne? Mais je vous ai donné Russie. un petit indice. Ce sont les Australiennes. Voilà, et les Britanniques en 2e, et la France en 3e position. D'accord, c'est pas mal déjà. Oui, c'est pas mal, oui, très très bien. 3 par soir, 2 spectacles par soir. 2 spectacles par soir, avec aussi des attractions. Et nous avons 3 numéros visuels que le président du Moulin Rouge, Jean-Jacques Péricault, recrute dans le monde entier, dans les plus grands festivals de cirque qui existent. Alors, Joseph Bouglione, on va parler, vous, des Tabaresses. Racontez-nous l'épopée de cette troupe incroyable qui, à la fin de vos spectacles, se livre au fameux triple saut périlleux, qui est très rare pour une femme, car c'est un exercice qui est réalisé par un homme. Il y a également des hommes qui font le quadruple saut périlleux. Aucune femme a tenté le quadruple saut périlleux encore, mais une femme, elles sont quelques-unes dans le monde à faire un triple saut périlleux, parce que c'est quand même très difficile, très dur. Il faut vraiment une précision. Elle loupe le premier, elle prend le deuxième, des fois le deuxième, elle le rate, mais ensuite il y a une autre figure pour terminer le numéro. Mais là, elle a fait plus de 12 spectacles. 24... Ça veut dire que si elle le rate 2 fois, elle n'essaye pas une 3e? Non, parce que physiquement et mentalement, c'est très dur. Parce que la chute dans le filet est très dangereuse. L'autre fois, elle est tombée sur le cou dans le filet. Il peut vraiment y avoir... le danger, c'est tomber dans le filet, quoi. Parce que si on tombe mal, on se fait mal. C'est un petit peu comme quelqu'un qui tombe de la piscine, du plongeoir qui tombe dans l'eau de très haut. Voilà, c'est très. Mais bon, elles sont jeunes, elles sont dynamiques, elles s'entraînent et puis elles ont cette passion et surtout ce lieu pour eux. Elles m'ont dit, mais ça fait des mois qu'on sait qu'on vient ici et puis qu'on est vraiment à fond, quoi. Elles s'entraînent tous les jours. Alors, je ne vous dis pas dans l'état des mains, parce que c'est quand même le trapèze, les cornes, les coupures, et elles s'entraînent aussi tous les soirs.
Ouais, non, j'ai vu le spectacle. Oui, Fanny. On en a très peu parlé, mais pour toutes ces attractions qui risquent souvent leur vie, c'est très dur, il faut beaucoup s'entraîner. Pendant le confinement, ce sont des gens qui n'ont pas pu travailler. Nous, par exemple, le Moulin Rouge, on a été fermé 17 mois. Et en fait, ce qu'on ne savait pas, c'est qu'ils sont obligés de continuer à s'entraîner. Ils ne peuvent pas s'arrêter, parce que quand ils s'arrêtent, ils peuvent plus. Après, c'est trop compliqué. C'est fini, ouais. Et moi, je prends nos attractions, ils s'entraînaient chez eux. Et c'était assez compliqué de devoir s'entraîner pratiquement tous les jours pour pas perdre cette habilité et être prêt surtout à reprendre, puisqu'on n'a jamais su quand on devait rouvrir, en fait. Donc, c'était très compliqué. Donc, ça demande énormément d'entraînement. Et on a les skating pillars en ce moment au Moulin Rouge, c'est la 3e génération. C'est quoi le skating pillar? Alors, le skating pillar, c'est un numéro de roller skate. Il tourne, c'est la 3e génération. C'est les grands-parents qui ont commencé le numéro. Et ils ont, eux, une énorme table sur laquelle ils se produisent, une table sur laquelle ils tournent. Et en fait, cette table, ils ont dû la mettre dans leur maison. Donc, c'est le frère et la sœur. Donc, ça a été mis dans la maison de la sœur. Elle me dit, j'ai dû pousser mes meubles parce qu'ils devaient s'entraîner tous les jours pendant le confinement pour justement ne pas perdre leur savoir-faire. À l'Opéra Comique, c'est moins athlétique. Quelles sont les 3 missions de l'Opéra Comique? Parce que vous êtes un établissement public. Alors nous, en fait, voilà, contrairement à vous deux, on est un établissement public. Donc on a une mission qui nous est confiée par le ministère de la Culture, qui en fait nous demande de faire de l'opéra baroque. La création contemporaine aussi, continuer à créer, ça c'est important. Et puis on a un immense répertoire, 3000 œuvres au 19e siècle. Alors on les ressort pas toutes. Il y en a qui n'ont pas vraiment d'intérêt, mais il y en a qui, quand elles sont bien remises en scène par des metteurs en scène qui ont le pouls d'aujourd'hui, ça donne des choses assez étonnantes. Je pense par exemple à des titres que vous connaissez certainement pas, Le Postillon de Longjumeau, ça vous dit quelque chose? Évidemment, bien sûr. Voilà, remis en scène par Michel Faux à l'époque. Oui. Christian Eck et Valérie Le Sort ont remis en scène Le Domino Noir de Aubert. Alors Aubert, on connaît la station de RER, mais qui sait que c'était un compositeur hyper connu à l'époque? Jean-Louis Aubert. Voilà. Donc bon, il y a comme ça des petites pépites qui reviennent. Alors bon, il y a aussi une discipline quotidienne, moins athlétique, quoique chanter, ça fait quand même appel à pas mal de muscles qu'on soupçonne pas forcément. Donc il y a effectivement, on dit les musiciens font leur gamme, et les chanteurs ont aussi une discipline assez stricte et s'astreignent à ça, bien sûr. Est-ce que vous avez des salles de répétition? Alors en fait, on a nous une salle de répétition qui est au-dessus de la coupole, qui s'appelle le Petit Théâtre. La particularité, c'est qu'en fait, on ne fabrique pas nos décors. On n'a pas d'atelier de décor. On a un atelier de costume, mais pas de décor. Tant et si bien qu'on répète au Petit Théâtre avec des scotch au sol, un marquage au sol, et puis on fait fabriquer des décors par les coproducteurs. Alors avec la problématique de l'Opéra Comique, je dis souvent que c'est un théâtre qui n'a pas de coulisses. C'est un peu vrai, c'est-à-dire qu'en fait, pour les décors, on est obligé de les penser, évidemment par rapport à la taille de notre plateau, mais aussi par rapport à l'accès qui n'est pas évident. Et pourquoi utilisez-vous la peinture naturelle végétale pour vos costumes? Ça m'intrigue. La teinture, ouais. Alors, en fait, c'est une des costumières à l'époque qui a développé ça par intérêt personnel. Et puis, elle avait organisé une espèce de petite cuisine dans l'atelier avec, il y avait des bains de cochenille ou d'indigo, ou je sais pas. Enfin, moi, je les connais pas bien, ces teintures. Mais en tout cas, désormais, on propose aux créateurs de costumes d'appliquer cette méthode-là. Alors, ça prend bien la lumière, ça permet des teintes plus précises que quand on fabrique en teinture j'allais dire synthétique, classique en tout cas. Et c'est un peu un petit savoir-faire qu'on est content d'avoir. Et au Moulin Rouge, le savoir-faire d'excellence, l'artisanat à la française a été sauvé par la maison Moulin Rouge pour les bottiers, plumassiers et... Oui, brodeur. Tout à fait. On a décidé de racheter ces maisons d'art pour sauvegarder un savoir-faire français, le perpétuer. Donc on a racheté la maison Clairvoy, le bottier qui a été créé en 1945, qui est le seul bottier à faire de la chaussure de spectacle sur mesure aujourd'hui en France. On a racheté la maison Février qui a été créée en 1929. Chose incroyable, on a dans nos archives la première cliente, la facture de la première cliente, et c'est Miss Tinguette en 1929 qui va acheter ses plumes chez la maison Février. Donc la maison Février maintenant est dans nos murs. Et puis on a racheté le brodeur Atelier Valentin. Ces 3 maisons travaillent évidemment pour le Moulin Rouge, mais ont également leurs propres clients. Dans le cirque aussi, Joseph, il y a un gros travail. D'abord, quand je vais chez vous, Cirque d'hiver, je suis toujours surpris par les lumières qui sont vraiment très belles, et une belle l'orchestration, et puis surtout les costumes. Tout le monde est impeccable.
Vous apprenez, vous donnez des cours de maquillage, de coiffure, de maintien à vos artistes quand ils arrivent? Il y a certains artistes qui n'en ont pas besoin, Oui. mais d'autres qui ont besoin, qui ne savent pas trop se maquiller, qui ne savent pas se coiffer. Parce qu'il y a Et un maquillage cirque qui n'est pas comme le maquillage moulin. c'est un peu comme le Moulin Rouge. Hein. Les danseuses que nous avons au Cirque d'hiver, il y en a qui sont d'ailleurs du Moulin Rouge, qui ont travaillé au Moulin Rouge ou au Lido. Ces danseuses que vous avez professionnelles. débauché? Non, pas du tout. Non, parce que souvent, elles font la matinée au Cirque d'hiver et les soirées avant, oui. Ah ouais, avant, oui. ouais. Il y en a eu des comme ça. Si. Ouais, Il y a très longtemps, il y a une vingtaine d'années, mais il y a souvent, elles doublent. D'accord. En fait, quand les nouvelles danseuses arrivent au Moulin Rouge, elles ont un mois de répétition pour apprendre le spectacle. On en a en ce moment 6 nouvelles qui sont arrivées. Un mois de répétition pour apprendre le spectacle, porter les costumes, et on leur demande de se maquiller. En fait, là, on peut voir si elles arrivent à se maquiller et on leur donne des conseils. On les coachait là-dessus? On les coach, bien évidemment, oui. C'est un maquillage très spécifique, hein, que ce soit pour le Moulin Rouge ou le Cirque d'hiver, parce qu'il y a beaucoup de lumière, et donc c'est un maquillage qui est très fort. Au Moulin Rouge, il y a 2 choses obligatoires, les fossiles et le rouge à lèvres rouge. Mais après, chaque danseuse garde sa personnalité et va faire un maquillage différent selon sa couleur de peau, sa couleur d'yeux ou sa couleur de cheveux. D'accord. Dans les spectacles, enfin dans les numéros qu'on voit au Cirque d'hiver, est-ce que votre préféré, Joseph, c'est le fil, l'Arménie? Oui. Celui-là, il est magnifique. Racontez-le-nous. Alors, c'est une Arménienne et elle fait un numéro de fil sur pointe. C'était une danseuse classique et qui est venue au cirque par amour. Hein, et avec son père, ils ont décidé de monter un numéro sur pointe. Donc, c'est un numéro normalement qu'elle réalise à 10 mètres de hauteur. Mais au Cirque d'hiver, c'était un peu compliqué pour installer. Donc, elle fait aussi ce numéro-là à basse hauteur. Et c'est quand même assez incroyable parce que marcher sur un fil, déjà, c'est difficile. Mais là, en pointe, et puis elle fait plein de choses. Elle fait des grands écarts, elle danse, et c'est avec une musique très classique. Et c'est mon numéro préféré. C'est vous qui castez les artistes? Oui. Dans le monde entier? Dans le monde entier, et grâce aussi au festival, car il y a le Festival international du Cirque de Monte-Carlo, des festivals en France, des festivals un petit peu partout. Donc je suis invité en tant que jury, donc ça me permet d'aller sur place et de voir. Et là, on voit les meilleurs numéros en quelques temps. Alors il faut aller très vite parce qu'il y a tous les directeurs, tous les agents, ils sautent sur les artistes, ils veulent les engager. Donc après, c'est un peu au choix des artistes, mais ça fait monter les enchères. Hein. Donc des fois, il faut attendre. Bon, moi, j'engage toujours 2-3 années à l'avance. Parce qu'il y a beaucoup de spectacles de cirque en hiver, surtout dans le mois de décembre, avec les cirques de Noël en Allemagne, partout. Il y a énormément. Et petite anecdote, est-il vrai que les Chinois ont été un peu roublards des fois sur les numéros, où on voit par exemple un artiste formidable qui fait un numéro génial, et quand on achète le numéro, en fait c'est un autre gars qui vient de Chine qui a moins la technique? Alors, oui. Alors, ça arrive, je ne peux pas dire que ça arrive toujours, mais ça arrive souvent. On voit un très bon numéro qui arrive de Chine, ils sont 10 ou 6 ou 8 ou 4 ou je ne sais plus combien. Et tout est impeccable. Et c'est super. Donc on les engage et donc ils viennent l'hiver d'après ou 6 mois après. Et on s'aperçoit que le travail est un peu moins. Alors on ne peut pas trop les reconnaître parce qu'on les a vus il y a 1 an. Puis ils ont tous à peu près le même nom, ils se ressemblent beaucoup. Et techniquement aussi, ils sont très bons. Mais là, on s'aperçoit quand même, quand on regarde les vidéos et puis ça, que c'est pas les... Ah bah, il est malade, il est pas là, voilà, il y a toujours quelque chose, mais on s'aperçoit que la qualité est beaucoup moins bonne. Carrément. Donc, on est embêté parce qu'il y a eu le permis de travail, il y a eu le visa, il y a eu les logements, il y a eu les billets d'avion, l'artiste il est là, c'est pas de sa faute à lui, c'est ceux qui l'ont envoyé. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez pas lui dire tu retournes en Chine. Carrément. On va marquer une petite pause, mes amis, on continue à s'imprégner et à se plonger dans ces 3 établissements mythiques, le Moulin Rouge, l'Opéra Comique et le Cirque d'hiver Bouglione, au lieu de la culture, du tourisme et du spectacle vivant à Paris. À tout de suite. Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Jiquel. Nous découvrons ensemble la grande histoire, les coulisses, l'actualité de ces 3 écrins parisiens du spectacle sacrément vivant, le Cirque d'hiver Bouglione, le Moulin Rouge qu'on ne présente plus, et puis bien sûr l'Opéra Comique. L'Opéra Comique, ça s'appelait la salle Favart autrefois. Alors certains l'appellent encore la salle Favart. En fait, c'est le nom de la salle de spectacle. Charles-Simon Favart, en fait, il a été librettiste. Donc, un librettiste, c'est celui qui écrit les livrets d'opéra, donc les histoires. Voilà, il a pas mal révolutionné les choses en son temps, et sa femme aussi, Justine Favart, elle était la première en fait quand il fallait jouer une fermière à mettre de la paille dans les cheveux ou des sabots aux pieds, et à l'époque ça se faisait pas vraiment. Mais on met dans vos trois établissements, je remarque qu'on met les femmes en avant, hein. On défend cette image de la femme et on fait attention à cette image de la femme. Ça c'est vrai pour vous, c'est vrai dans le cirque aussi, et c'est vrai au Moulin Rouge.
Encore plus au Moulin Rouge d'ailleurs. Ouais, oui, complètement. Enfin, historiquement, c'est pour nous, en tout cas, très, très vrai. Et aujourd'hui, bon, on y prête peut-être plus attention, mais ça a toujours été ça, oui. Il y a une histoire avec Colette. Non, c'est chez vous l'histoire. Ouais. Ah bah oui. Alors racontez-nous, Fanny Rabas, l'histoire avec Colette qui embrasse une femme et on est obligé de fermer le Moulin Rouge. Non, mais vous parliez des femmes, l'importance des femmes. Les créateurs du Moulin Rouge, ils l'ont appelé au départ, donc le Moulin Rouge, palais de la femme et de la danse. Donc le Moulin Rouge, c'est une histoire de femmes fortes. La Goulue, Mistinguett, Colette, ce qui est incroyable, c'est qu'en 1907, donc on a l'image de l'écrivain Colette, mais en 1907, elle est dans une pantomime en Moulin Rouge et elle est déguisée en momie et il y a un homme qui est sur scène avec elle, qui lui enlève ses bandages, qui tombe amoureux d'elle et qui l'embrasse. En fait, ça fait scandale parce que l'homme qui l'embrasse est en fait une femme. Et sa maîtresse. Sa maîtresse. Officielle. Lucie, la duchesse de Morny. Donc ça fait scandale. Le préfet de police s'en mêle et au bout de 3 jours demande l'interdiction de ce spectacle. Ça, c'est incroyable. Mais on est très fiers qu'au Moulin Rouge, voilà, ça a fait scandale le fait que 2 femmes... Il y a eu le premier baiser lesbien... Exactement, sur la scène du Moulin Rouge. C'est assez magique. Ah oui, carrément. Oui. Il y a encore des histoires comme ça, oui. Pour faire le lien avec ça, je parlais de Carmen. Carmen, quand c'est créé à l'Opéra-Comique, ça fait scandale. Les gens disent c'est un opéra pornographique, c'est de la musique cochin-chinoise. Voilà, c'est... En fait, ce qui fait scandale attire. Et quand, par exemple, Lautrec fait la première affiche publicitaire pour le Moulin Rouge, il s'appelle La Goulue, qu'on connaît tous, c'est son affiche la plus célèbre, elle est placardée à 2000 exemplaires sur les murs de Paris. Et sur cette affiche, La Goulue, elle soulève sa jupe, elle montre sa culotte. On est loin du string, mais vous imaginez une culotte longue à l'époque, en 1891, ça fait scandale. Donc les gens réagissent, il y en a qui l'arrachent en disant c'est honteux, d'autres qui disent mais non, c'est de l'art, mais on va tous au Moulin Rouge voir danser cette fameuse Goulue. Absolument. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas eu de scandale au cirque d'hiver Bouglione? Non, attention, parce que nous avons des enfants. Absolument. Et puis le cirque, c'est pas le lieu de spectacle, c'est pas le lieu. Par contre, pour les animaux, vous avez une politique aussi. Là, il n'y a plus d'animaux. Oui. Alors, nous, déjà, nous n'avons plus d'animaux au cirque d'hiver depuis 1982 ou 83. Oui. Car, ça a été un choix de la famille Bouglione. Oui, mais aussi avoir des animaux en permanence au cirque d'hiver, c'était très compliqué. Il fallait les emmener en dehors de Paris, dans une ferme, à la campagne. C'est très compliqué. Ensuite, il y a eu plein de choses qui se sont passées entre-temps. Et là, depuis que la jeune génération... Enfin, nous avons repris les rênes du spectacle du cirque d'hiver en 99. Tous les artistes qui venaient, soit avec leurs éléphants, soit avec leurs fauves, ou tigres ou lions ou autres, étaient des artistes engagés qui venaient donc avec certificat de capacité, droit d'ouverture, avec tous les documents pour pouvoir présenter et détenir des animaux. Ensuite, avec toute la polémique, avec la presse, avec des animalistes, avec tout ça, qui ont commencé à manifester et tout ça, on a dit pourquoi s'embêter avec ça alors que il y a plein de choses qui sont pas vraies. Il y a eu certains cirques, comme j'explique plusieurs fois. Il y a eu des cirques qui ont maltraité les animaux, comme il y a des parents qui maltraitent leurs enfants ou qui battent leurs femmes. Ça, c'est partout pareil. Mais en tout cas, chez nous, ou dans les cirques, les grands cirques en France, non. Cruce, les chevaux, ils sont très très bien traités partout. Il y a des grands cirques partout et dans le monde entier. Ils ont des cages il faut avoir 200 mètres carrés pour mettre un tigre. Enfin, c'est incroyable. Avec de toute façon, camions. on ne peut obtenir des choses d'un animal qu'en le récompensant, pas en le frappant. Donc, exactement. Lorsque vous voulez faire le beau à votre chien, vous lui donnez un bout de sucre ou un coup de bâton. Vous lui donnez un bout de sucre, vous lui donnez un coup de bâton, il part. Et si vous faites ça à un tigre, il vous bouffe. Et donc, le petit poney avec le cheval. Une fois, j'étais venu. Alors lui, il n'avait pas fait ce qu'on lui demandait et c'était assez rigolo. Il avait mis les pattes sur le devant de la scène alors qu'il devait passer sous le grand cheval. Tout à fait. Voilà, tout à fait, parce qu'il n'avait pas envie de passer en dessous, il a voulu passer de l'autre côté, mais on le laisse faire, c'est très drôle. Mais ça fait partie de l'imprévu du spectacle, qui est drôle au cirque. Oui, bien sûr, bien sûr. Et est-ce que tous les deux, au Moulin Rouge et au cirque, vous avez des backups? Si une danseuse se fait mal et vous, un artiste, se blesse, est-ce que vous avez des solutions de rechange? Les artistes, non. Parce que c'est impossible chez vous. La demoiselle qui fait le triple saut périlleux, c'est très compliqué, et puis même tous ceux qui travaillent là, on a des backups pour le ballet, pour l'orchestre, pour le backstage, mais les numéros engagés, c'est très difficile. Et puis on ne peut pas se permettre d'avoir tout le spectacle en double DA, mais on arrive toujours à trouver une solution, des artistes qui sont à Paris qui peuvent venir remplacer. Le spectacle est toujours, je réduis toujours la durée des numéros pour faire un spectacle rapide. Donc si jamais il y avait un numéro, on peut faire autre chose
mais on n'a pas de backup artiste. Moulin, pareil. Alors nous, Moulin Rouge, on a des remplaçantes. Il faut savoir que chaque meneuse de revue soliste, les postes principaux, ont à peu près entre 7 à 8 remplaçantes qui sont dans le corps de ballet. Donc si une meneuse de revue, un meneur de revue, un soliste se blesse pendant le spectacle, tout de suite une remplaçante va prendre sa place, parce que ça c'est un poste qui doit être absolument pourvu. Ça ne se verra pas s'il manque une personne dans le corps de ballet. Nous, on a toujours des plans B. C'est-à-dire que s'il y a un problème sur une attraction qui se blesse, il va y avoir un changement rapide. On va annoncer, attention, plan B, l'attraction s'est blessée, on se change rapidement. S'il y a un problème sur un décor, ce qui peut arriver de temps en temps, il y a un plan B. Et en fait, il faut que le spectacle ait lieu et surtout que le public ne s'en aperçoive pas. Absolument. Donc tout est répété. On a plein de plans B pour différentes choses qui peuvent se passer dans le spectacle. À l'Opéra Comique, on chante sans micro? Alors oui, on chante sans micro. J'allais dire quand même que c'est ça qui nous réunit. Ce qui est magique, c'est que c'est du spectacle vivant. Absolument. Et ça se... On travaille sur du vivant et avec du vivant, donc il y a les aléas du vivant. Et ben voilà, et c'est ça qui rend le spectacle différent de, je sais pas, d'un film qu'on peut voir au cinéma. Ou alors nous, on n'est jamais en playback. Oui. C'est vraiment du live sans micro. Hein. On a des chanteurs lyriques. Donc et puis on a un peu, enfin même pas un peu, beaucoup comme au Moulin, en fait, un rapport scène-salle qui est idéal, tant pour le public qui est vraiment très proche. Aussi. On est très proche de ce qui se passe. C'est vrai que la piste, c'est ça aussi. Alors la piste, c'est vraiment à vue en permanence, 360, ouais. Voilà, donc le rapport scène-salle est idéal. L'acoustique chez nous est démente. Il paraît que c'est encore meilleur là-haut. Ouais. Alors là-haut, hein, on entend bien. On a une meilleure vue. Ouais. Alors là-haut, au Paradis, ça s'appelle Paradis ou Poulailler. Nous, on a quelques places aveugles et il y a des gens qui viennent avec la partition, qui vont acheter une place à 6 €, ils vont se mettre derrière un pilier et en fait, ils vont venir là juste pour la écouter. musique. Mais oui, c'est incroyable. C'est étonnant. Hein. Est-ce que tous les trois, vos coulisses se visitent? Le Cirque d'hiver, oui, ça se visite. Oui. À quel moment? On fait des visites, c'est sur le site internet. Il y a des visites une ou deux fois par mois. Et on visite les coulisses, en dessous la piste, les loges, les costumes, l'atelier. Moulin aussi? Non, pas du tout, parce que nous, vous restez, vous voulez. On ouvre. Si, vous l'avez ouvert pour Céline Dion, je le sais. Alors non, on a ouvert là pour les 135 ans du Moulin Rouge en mois d'octobre. Oui. On a permis à 135 personnes de visiter les coulisses du Moulin Rouge, d'aller voir les loges des danseuses. Enfin, les Céline costumes, est venue, etc. c'est open bar. Hein, Céline. Alors, Céline Dion, elle n'a pas visité les coulisses du Moulin Rouge, mais c'était un grand moment parce qu'elle est venue voir le spectacle. Elle était, c'était un moment incroyable et elle est passée en coulisses, rencontrer les artistes. Elle est restée près d'1 heure avec les artistes en coulisses, à faire des photos. Il y a un de nos danseurs, quand il a appris que Céline Dion était là, parce que c'était un secret, quand il a appris qu'elle était là, il s'est mis en pleurs quand il l'a vue dans la salle, et en fait, il allait la voir 3 semaines après à Las Vegas. Donc quand elle est arrivée en coulisses, je lui ai dit, Céline, ce danseur-là, il a votre visage tatoué sur son bras, allez vers lui. Donc elle est allée vers lui, il lui est tombé dans les bras, et en fait, ce qui était très sympa, c'est qu'il lui a dit, voilà, dans 3 semaines, j'ai mes places, je vais vous voir à Las Vegas. Et il lui dit, vous viendrez me voir dans ma loge. Et elle a tenu parole. Une grande dame, une très grande dame. Vous avez des grandes dames, des grands messieurs qui viennent comme ça, je vous vois. Oui, on a plein d'artistes qui viennent. Brad Pitt est venu. Oui, Brad Pitt est avec venu. Angelina Jolie. Avec Angelina, il était assis tout en haut, au 2e étage. Il était à l'hôtel qui était en face. Ouais. Et il était à Paris, je crois, pour acheter un appartement. Il était avec ses 2 enfants. À l'époque, il était tout petit. Et il y a une ouvreuse, une placeuse qui me dit, je crois qu'il y a Brad Pitt là-haut. Ouais, ça va, c'est bon. Et elle me dit, si, regardez. Et je regarde. Et effectivement, je vois quelqu'un là-haut dans le second. Et personne ne l'avait reconnu parce qu'elle était enceinte. Et elle est habillée, ils avaient des casquettes tous les deux, dont je suis monté juste avant l'entracte. Ils étaient... j'ai parlé avec lui, j'ai tout de suite reconnu, et je me suis présenté. Il était tout seul, sans garde du corps, il n'y avait personne. Ils sont descendus, je l'ai emmené dans le bureau derrière, on a un accès spécial, et puis on a discuté, on a fait plein de photos, tout ça, et ils ont dû repartir tout de suite parce qu'ils avaient rendez-vous. Donc j'ai fait le tour pour le faire sortir derrière, et déjà, ça s'est su, il y avait toute la presse, il y avait plein de voitures, des photographes qui étaient déjà là. Mais c'était incroyable. Ouais. Oui. Et souvent beaucoup plus simple que certains de nos artistes français qui sont un peu... Absolument. Hein, on est d'accord. Absolument. On ne citera pas de nom. Alors par contre, à l'Opéra Comique... Nous, on fait des visites chantées. Oui. Ça, c'est un peu nouveau. Et on aime beaucoup faire ça. En fait, on travaille avec un drag queen qui s'appelle Élise Moon, qui fait des visites aussi dans certains musées et certaines autres salles de spectacle. Je sais pas, non, peut-être pas chez vous, mais en tout cas voilà. Et puis on fait des visites tactiles, on fait des visites à lecture labiale aussi. Avec des bébés ?
Alors, Le les concert bébés, des bébés ouais, on fait des concerts aussi avec des bébés, des 0-3 ans aussi. Et puis. Là, c'est toutes les mamans qui viennent avec leur bébé de 0-3 ans pour écouter un concert spécial pour bébé. Exactement. Donc, ils jouent pas trop fort, ils font attention, la musique. Voilà, choix musical spécial bébé. Il se passe des choses. C'est le public de demain. Oui, absolument. Dans les hauts lieux de la culture parisienne et du spectacle vivant. On va marquer une pause, chers amis. On se retrouve pour le dernier quart d'heure pour parler de tous ces spectacles que je vous reconseille vivement, chaleureusement, d'aller voir pour cette fin d'année et même au-delà, même en 2025. À tout de suite. Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Avec Fanny Rabas, attachée de presse du Moulin Rouge, historique, 35 ans de maison. 30 maisons. L'année prochaine. José Bouglione, directeur artistique du Cirque d'hiver, lui il est né dans le cirque. Alice Bloch, responsable communication de l'Opéra Comique depuis 32 ans. 32 bientôt. ans. Donc vous connaissez parfaitement vos établissements. José Bouglione, est-ce qu'on peut dire que dans le spectacle que vous présentez cette année qui s'appelle Spectaculaire jusqu'au 9 mars. 9 mars. Et il y a des numéros, il y a du cabaret, il y a du chant, il y a de l'acrobatie, il y a des clowns, il y a tous les arts du cirque qui sont représentés. Est-ce qu'il y en a qui sont encore aujourd'hui dangereux ? Oui, au cirque, tous les numéros, voilà, tout ce qui est aérien est dangereux. Et c'est aussi un peu ça que le spectateur vient voir, ce moment où il se dit « Ouh là là, j'ai un peu peur ». Il y a un côté comme ça. Un petit peu, mais l'artiste le fait toujours d'une manière que ça paraît facile. Bien mais sûr. il y a énormément d'entraînement et de concentration, pareil, comme les danseurs du Moulin Rouge, il faut s'échauffer avant, il ne faut pas faire la Shabbat le soir. Et puis nous, c'est 2 et 3 spectacles par jour. Il y a une hygiène de vie à respecter pour vos artistes. Absolument. Ça, vous êtes vigilant aussi au Moulin Rouge là-dessus ? Vous faites attention, vous leur dites attention les gars, demain... Vous savez, nos artistes, ils ont commencé la danse classique quand ils avaient 5 ans. Oui, donc déjà, donc, quand vous faites du classique, ouais. vous avez déjà une hygiène de vie. Et vous savez très bien que vous devez être performant sur scène 2 fois par soir. Donc il faut plutôt être... Mais la il faut être discipline sérieux. est un mot important. Dans vos métiers. De toute façon, que ce soit un danseur classique ou que ce soit un artiste de cirque ou danseur ou pas, s'ils font ce métier-là, c'est parce qu'ils ont une discipline et qu'ils sont sérieux. Autrement, ils ne pourraient pas le faire. Celui qui n'est pas sérieux, c'est impossible à faire. Ça demande beaucoup d'efforts. J'ai vu ce numéro où c'est le numéro de perche où la fille elle monte tout en haut d'un truc que le gars il maintient sur sa tête et elle tourne. C'est un truc de malade. Oui. Alors, elle a la longe de sécurité. Bien sûr, j'ai vu. Ils le font normalement sans la longe de sécurité. Et j'ai dit non, on ne peut pas. Si tu tombes, elle est quand même à 8 mètres, il a fait tourner là-haut. Il prend la perche, il se la met sur la tête et l'autre tourne là-haut. C'est pas possible. Mais tu fais avec la longe. Et ils font avec la longe. Qui sont encore les membres de la famille Bouglione qu'on voit dans ce spectacle ? Dans la piste, donc, il y a de la famille Bouglione, il y a ma sœur Regina qui fait le numéro 2 avec les chevaux. Oui. Ensuite, il y a Victoria Bouglione qui fait le numéro 2 hula hoop. Hula hoop, j'ai vu. Et il y a Sampion et Natalia Bouglione qui font un numéro. Oui, ils jouent le piano. Très joli. Très bien monté. Et sa femme fait un numéro de sangle sur le piano. Ça monte et ça descend. Voilà, c'est une chorégraphie qui est très jolie. Et puis il y a le fiston. Et il y a mon fils qui joue de la batterie avec l'orchestre, présentation orchestre et ballet, dont il joue de la batterie. Et qui progresse d'année en année. Oui. Au Moulin Rouge, par contre, quelles sont les attractions ? On a parlé du skate. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Oui, on a le duo balance. Exactement. On a aussi. C'est un numéro d'acrobate, un main très spectaculaire. On a. Alors nous, on change assez souvent d'attraction en ce moment, mais on a aussi une contorsionniste éthiopienne, Rich Mitigu, qui est incroyable. On a même mal pour elle. Ah oui. Elle passe 1h30 à s'échauffer avant que le numéro ne commence. En général, on donne des contrats de 6 mois. C'est assez difficile au Moulin Rouge puisque c'est 12 spectacles par semaine. 12 par semaine. Pour les attractions, c'est quand même quelque chose d'assez difficile. Oui. Donc avant, on donnait des contrats d'1 an et maintenant on donne des contrats de 6 mois, ce qui leur permet aussi de se reposer et de revenir après, bien évidemment. Et la difficulté au Cirque d'hiver, c'est les relâches. Il y a parfois 5 jours où les artistes... Oui, là on a 5 jours, mais tout le monde a eu un jour de relâche le lundi. Hier, il y en a quelques-uns qui sont venus s'entraîner ou d'autres qui vont à la salle de sport. Et vendredi, il y a pas une répétition générale, mais il y a un gros... tout le monde vient à partir de 10h jusqu'à 18h, tout le monde vient faire son numéro, on cale les lumières, mais surtout, eux, ils ont besoin de s'entraîner. On doit monter tous les agrès pour que... Absolument. Et à l'Opéra Comique, dans le 2e arrondissement, place Boieldieu. Fonctionnement très différent. Nous, on a une dizaine d'opéras par saison. Qu'on donne en moyenne, alors pour les créations contemporaines, 3-4 fois, pour les œuvres plus du répertoire, ça va être à peu près 6 fois. Ça fait appel à des orchestres, enfin à chaque fois un cast différent, donc qu'on engage très longtemps à l'avance. Donc des solistes, parfois il y a un chœur, souvent il y a un orchestre aussi important. Et donc on répète à peu près 6 semaines avant.
Voilà, donc chaque opéra a une configuration très différente. On joue peu parce que nous, le coût du plateau, en fait, fait que on perd de l'argent un peu chaque soir. Donc on a une sorte d'économie comme ça qui est à l'équilibre. Heureusement, nos salles sont pleines, donc ça c'est bien. Et souvent, en fait, on se met en coproduction avec d'autres maisons d'opéra, que ce soit en province ou à l'étranger. Notamment, par exemple, pour la fabrication des décors qui se font ailleurs. À Rouen, par exemple. Mais voilà, en tout cas, on a des schémas d'économie de spec qui sont très, très différents des vôtres. Les chanteurs n'ont pas de micro, donc ils ne chantent pas tous les soirs. Nous, c'est un soir sur 2. Donc voilà, c'est des athlètes différents rien à voir de chez vous, mais en tout cas voilà, on a cette alternance comme ça. Alors on n'a pas que des opéras, on fait aussi du récital, du concert, on a une maîtrise populaire avec des enfants voilà, qui sont en classe à horaire aménagé, on a aussi une académie de jeunes chanteurs, enfin voilà, il y a des petites formes et puis les opéras. D'accord. Racontez-nous cette histoire incroyable, Fanny Rabas, des ailes qui tombent et qui sont réparées. C'était ça. Tout Paris en a parlé, même plus que le monde entier en a parlé. Oui, alors ça s'est bien terminé parce qu'on était très rassurés, il n'y a pas eu du tout de blessés, ce qui était assez incroyable. Les ailes sont tombées, voilà, l'axe a cassé, les ailes sont tombées la nuit. C'était une journée, je m'en souviendrai toute ma vie, je pense, le 25 avril, quand les ailes sont tombées. Alors rassurés, pas de blessés. Et là, il y a eu, je sais pas comment dire, voilà, le monde entier s'est ému de la chute des ailes du Moulin Rouge. Jean-Victor Cléricault, le directeur général, a été en direct pratiquement partout dans le monde, d'Australie au Japon, au Canada, aux États-Unis. Et on a reçu des messages, mais du monde entier, une couverture médiatique incroyable. Et on s'est dit, on le savait, mais là on a ressenti vraiment, les gens étaient émus par la chute de ces ailes. Paris était un peu différent avec le moulin sans ses ailes. Et c'est amusant parce qu'on a même eu un meunier de Hollande qui nous a contactés 2 jours après pour nous proposer ses services pour refaire les ailes. Voilà, on n'a pas eu besoin de lui, mais c'était vraiment, ça a été, très émouvant. Ça y est, maintenant elles sont fixées. Alors voilà, ce sont les mêmes qu'avant. Elles ne tournent pas encore, mais elles tourneront bientôt. Et en fait, on a fait un peu à la demande générale, parce que les gens m'appelaient en me disant, mais quand est-ce qu'on va avoir les nouvelles ailes ? Quand est-ce qu'on va avoir les nouvelles ailes ? Donc on a décidé le 5 juillet. On s'est donné une deadline. Il fallait que les ailes soient de retour avant le passage de la flamme devant le Moulin Rouge. Le 5 juillet, on a fait une magnifique inauguration. Toutes les danseuses sont sorties en costume de French Cancan sur la plage blanche pour danser. Il y avait à peu près, 2000 personnes qui sont venues. Et ça a été un moment incroyable quand le moulin s'est à nouveau illuminé avec ses ailes. Beaucoup d'émotions. Ça fait partie des histoires du moulin. Il y a plein d'histoires au Moulin Rouge. Oui, ce qui est amusant, c'est que le moulin a 135 ans aujourd'hui. Donc il y a eu plein d'anecdotes. En 1915, il y a eu le gros incendie. Il a mis 9 ans à renaître de ses cendres. Et je me dis que dans 100 ans, on parlera du 25 avril 2024 où les ailes du moulin sont tombées. Absolument. Ça fera partie de l'histoire du Moulin Rouge. Et dans les histoires aussi, Joseph Bouglione, il a dû défendre le moulin avec les gens du cirque contre des manifestants pour pas qu'ils rentrent dans le cirque. Racontez-nous, Joseph. Oui, ça c'était le 24 décembre, il y a 2 ans. Oui, il y a eu une grosse manif justement le 24 décembre. C'était salle comble. D'ailleurs, vous êtes embêtés par les manifs, métro, Feuille du Calvaire. Là. Nous, on est mal placés. Oui, c'est ça. Bastille, République, on les a tous, que ce soit les gilets jaunes, les gilets verts, les gilets, les grèves. Ils passent tous par chez vous. Le métro juste devant, tout est bloqué. Les manifs, nous... On a tout. Et oui, il y a eu une manif, je me souviens plus ce que c'était, c'est pas la peine de dire pour qui, pourquoi. Et les CRS étaient dans la rue Crussol, où c'est qu'il y avait l'entrée des artistes, ils étaient une 50aine, pas plus. Et les manifestants sont arrivés en courant du bout de la rue en face, qui arrivait du Marais. Mais c'était une horde, ils étaient 200-300, je sais plus combien, et puis ils sont arrivés, ils voulaient pas en découdre, quoi. Et ils ont commencé à brûler les voitures, mais c'était l'entrée du public. Il était 13h30, et le public rentrait, il y avait plein d'enfants, les enfants pleuraient. Donc ça a été assez difficile, et puis nous on a tout de suite fermé les portes. Ils voulaient rentrer, ils voulaient passer au-dessus des grilles. Donc là il y a eu comme on dit au cirque, on est tous, on est formés un peu à ça, on est formés à éteindre le feu, on est formés à plein de choses, on est aussi formés à se défendre. Donc là il y a eu quelque chose qui s'est passé, tout le monde a dit bon, il faut pas les laisser rentrer dans le cirque parce qu'on sait pas ce qui se serait passé. Il y avait déjà 1000 personnes dedans et 500 qui étaient dehors encore. Donc on a déjà sorti les lances de pompiers qui sont dans les cours parce qu'il y avait les écuries avec les chevaux, les flammes étaient prêtes déjà des écuries des chevaux, il fallait pas que les chevaux brûlent. Donc ça aurait été un gros problème. On a sorti les chevaux, on les a rentrés dans le cirque et il a fallu que
avec les pompiers, éteindre les voitures, les pompiers ne les laissaient pas arriver. Et puis voilà, il y en a qui ont essayé de passer les grilles, mais vu les gens de cirque qui étaient là et qui sont tous sportifs, voilà, ils sont pas rentrés et on a pu commencer le spectacle et personne n'a été blessé. Très bien. Est-ce qu'il y a des histoires et des anecdotes comme ça à l'Opéra Comique? C'est beaucoup plus calme chez vous. Oui, enfin plus calme. Moi, je me souviens quand il y avait eu ces manifestations, la grève des ordures, des poubelles. Je me souviens qu'il y avait eu. En fait, nous, on est une bonne zone de repli en fait derrière les grands boulevards. Hein. Donc c'était un peu chaud. Mais bon, on a des grilles aussi qu'on peut maintenir fermées ou ouvrir si besoin. D'ailleurs, ça me fait penser, je ne sais pas comment c'est chez vous, mais nous, notre théâtre, il a brûlé 2 fois. À l'époque, il était éclairé au gaz. Et donc, il y a eu un gros incendie. La 2e salle Favart a brûlé avec des obsèques à Notre-Dame à l'époque. Et je me souviens, c'est un peu comme dans le bazar de la Charité. En fait, à l'époque, les portes de la salle ouvraient vers l'intérieur. Et donc, plus de gaz. Les gens voient plus rien, tout le monde se précipite, panique là, et désormais on a un rideau de fer qui isole la scène de la salle et on a ces portes qui s'ouvrent vers l'extérieur. C'est des normes, je pense, obligatoires chez tout le monde désormais. Ouais. Merci pour ces belles histoires, mes amis. Rappelons le Moulin Rouge, féerie, en ce moment tous les jours, ça tourne 2 fois par jour. Noël, 1er de l'an, tout ça, ouais. Tous les jours, déjà 15 millions de spectateurs qui ont assisté à ce spectacle qui est maintenant un spectacle iconique du Moulin Rouge. Un grand classique. Le cirque d'hiver, spectaculaire jusqu'au 9 mars. 9 mars. 2 par jour. 2 par jour, les week-ends et toutes les fêtes. Et on va évidemment sur le site respectif de vos 2 maisons et à l'Opéra Comique. Et nous, en fait, on a un opéra baroque créé en 1739, je crois, et qui s'appelle les Fêtes d'Hébé. Alors personne connaît, c'est Jean-Philippe Rameau, mais donc du 13 au 21 décembre, et ce sera mis en scène par Robert Carsen, dirigé par William Christie, qui sont quand même 2 monstres du spectacle vivant de cet univers baroque. Allez rendre visite à ces 3 monuments iconiques du spectacle vivant, le cirque d'hiver, Bouglione, le Moulin Rouge et l'Opéra Comique qui sont à Paris. Quand vous passez à Paris, ce sont vraiment d'excellents moments à passer et pour voir un spectacle d'excellence à la française. C'était La France à découvrir. On se retrouve la semaine prochaine. Salut, merci mes amis. Au revoir. Merci.